Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Comme les autres, dans lequel nous allons aujourd'hui parler d'un sujet qui est encore une fois super fun. On va parler d'abus émotionnels. Alors ça ne touche pas directement le thème du podcast de base, cependant il s'est passé quelque chose récemment dans ma vie, rien de grave et je l'évoquerai après, qui m'a beaucoup fait réfléchir sur l'expérience que j'ai vécue il y a quelques années. J'en avais déjà parlé, il me semble, dans le premier épisode d'ailleurs, mais là j'ai vraiment envie de rentrer dans le vif du sujet pour témoigner et aussi informer sur ce que c'est, parce que finalement ça a eu de grosses conséquences sur ma vie et c'est un peu ce avec quoi je me construis depuis et ce autour de quoi ma vie tourne avec tout mon syndrome et mon hypersensibilité pelvienne. Genre c'est les deux choses sur lesquelles ma vie et mes traumas tournent, donc finalement ça fait un peu partie quelque part du podcast. Et avant de tout vous contextualiser, je tiens à prévenir que l'épisode va aborder des sujets qui peuvent être sensibles et que vous êtes libre de quitter le podcast, en toute logique, si jamais vous ne vous sentez pas d'écouter jusqu'au bout. Aussi, avant de contextualiser pour la deuxième fois et vous raconter quoi que ce soit, je pense qu'il serait bien de définir un peu ce que c'est l'abus émotionnel, car c'est la base en fait aussi pour mieux le détecter. L'abus émotionnel, qui est aussi appelé violence psychologique, c'est une forme de violence envers quelqu'un d'autre sans qu'elle soit physique, sans qu'une violence physique soit réalisée. Ça va être une forme d'emprise qui va avoir des conséquences sur le côté émotionnel d'un individu, sur un côté psychologique. Ça va passer par des comportements typiques de manipulation, d'humiliation, d'isolement, de harcèlement, ce genre de choses, un peu tout ce que pourrait nous faire finalement un pervers narcissique. Mais ça c'est autre chose. C'est une attaque continue en fait sur l'estime de soi d'une personne, c'est une atteinte à sa sécurité psychologique. Et je tiens d'ailleurs à préciser qu'au même titre que des violences physiques, l'abus émotionnel peut être condamné, et pour ce cas jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende, car elle constitue un délit. Je dis ça, je dis rien, vous faites ce que vous voulez de cette information, mais peut-être que ça peut vous servir. Donc dans un premier temps, je vais vous faire un point sur ce qui s'est passé, et ceux qui veulent pas écouter cette partie-là parce que ce qui vous a été dit dans les premiers épisodes vous suffise, ou peu importe, vous pouvez passer celle d'après, comme ça fait un peu organisé, où je vais un peu plus parler des effets que ça a eu, des conséquences et ce que j'en ai un peu retenu. Maintenant que cela est dit, j'ai déjà évoqué ce qui s'était passé avec mon ex un peu dans le premier podcast, mais comme je le dis, je vais certainement beaucoup me répéter dans cet épisode. Je voulais vraiment dédier un épisode complet, car c'est quelque chose de grave et que peut-être que certains et certaines d'entre vous pourront se sentir concernés par ce récit. Je le raconte aussi parce que j'en ai eu marre quand j'en parlais que certaines personnes ne considéraient pas ça comme grave, alors que de l'autre côté, en fait, ces violences psychologiques ont vraiment eu des conséquences sur ma santé mentale et sur ma construction en tant qu'individu, enfin jeune individu d'ailleurs. Je me suis dit qu'il fallait ouvrir la parole, et je veux aussi me libérer de ce poids et de cette vérité en parlant haut et fort. En fait, je souhaite que si ça a été un échec auprès de peu de personnes d'en parler, vis-à-vis de la considération qu'ils m'ont donnée, et bien que ça soit une réussite auprès de bien plus de personnes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. C'est un peu poétique. Donc, de ce jeune homme, en fait, dont j'étais, je crois, amoureuse, enfin, pour manipuler, ça c'est sûr. J'ai principalement subi de l'humiliation. Et ce jeune homme, on va l'appeler Pierre pour l'anonymat. Ici, on n'est pas là pour abattre l'ennemi. Voilà. En fait, je l'ai connu au lycée, et c'était juste et simplement en fait mon meilleur pote avec qui je passais chacune de mes pauses, chacun de mes week-ends, tous les deux, ou avec du coup notre groupe de potes en commun. Enfin, vraiment, on était tic et tac.
On a fini par se fréquenter en post-bac et c'est à ce moment-là que les choses en fait elles se sont un peu gâtées. Je me suis retrouvée face à un garçon que je ne reconnaissais pas, ou en tout cas plus. C'était vraiment l'histoire classique du on agissait comme un couple, mais c'était toujours on voit où ça nous mène. Le plan bourbier par excellence. J'avais pas le droit d'aller voir ailleurs, mais bon, lui visiblement ça l'a pas dérangé une fois ou deux de me dire non mais je t'aime bien, mais je te jure c'est la plus belle fille que j'ai jamais vue. Alors ouais, je les DM et blablabla, blablabla. Bref. En fait, c'est ce genre de commentaires qui ont l'air de rien, mais qui sont en réalité des tu n'es pas assez bien, un peu masqués. J'ai envie de dire que jusque-là, c'était une relation juste toxique, hein, comme si déjà ça ne suffisait pas, comme si c'était banal. Mais au fur et à mesure, les choses, elles vont vraiment s'enliser et s'envenimer. Je voyais, et il me le faisait comprendre, que j'étais jamais suffisante en fait pour lui, à travers des commentaires toujours plus désobligeants les uns que les autres, et parfois en fait devant tout le monde. Enfin, je pense qu'à la fin de la relation, je finissais par avoir au moins un commentaire à chaque fois qu'on se voyait, ce qui est beaucoup trop en fait, vraiment beaucoup trop. Je vais vous donner un exemple concret. Et ce serait la fois où on s'est retrouvés tous les deux pendant les vacances dans une maison de vacances d'un de nos copains qui était parti manger au restaurant avec ses parents à ce moment-là, donc on avait la maison que pour nous. J'avais le droit à toute une sérénade. Vous savez, tous les... Oh, tu m'as manqué, ça fait 30 ans qu'on s'est pas vu. Je sais pas quoi, blablabla, blablabla, t'es trop belle, nanani, nanana. La sérénade par excellence. Et c'est ce pote chez qui on était, sa famille, nous ont rejoints pour le repas du soir. Et quand on est parti se changer pour après aller au restaurant, lui et moi, on avait fait un matching outfit, vraiment sans faire exprès pour le coup, parce qu'on s'était un peu changé chacun de notre côté, enfin vous savez, dos à dos, alors que je sais pas pourquoi, hein, me demandez pas, mais voilà. Et quand notre pote lui a fait remarquer, j'ai eu le droit au fameux oh non, je vais me changer, les gens vont voir qu'on est ensemble, c'est trop la honte. Et vous savez, de manière hyper énervée, et qui plus est devant tout le monde. Alors je vous laisse imaginer que je ne sais pas du tout comment réagir. J'ai eu une espèce de rire jaune, vous savez, le... genre... bon, pas fou comme réaction. Et en fait, alors vu comme ça paraît un exemple, mais c'était tout le temps comme ça, plein de petits pics à longueur de temps, comme quoi il fallait pas que les gens nous voient ensemble, alors que la seconde d'avant, il me promettait monts et merveilles, comme quoi ce que je donnais sexuellement, donc à l'époque j'avais mes problèmes gynécologiques, je ne savais pas du tout ce que c'était, j'ai pas pris en charge, pour ceux qui ont suivi. Donc du coup, comme quoi ce que je pouvais donner sexuellement, ça ne suffisait pas à cause de mes douleurs. Mais de l'autre côté, il faisait tout le mignon quand il en avait envie, parce que bon, faut bien satisfaire comme on peut. Enfin, vraiment le genre de situation dans laquelle vous finissez par ne plus savoir en fait ce que vous valez, ne plus savoir où vous en êtes, ne plus savoir qui vous êtes sans lui, et dans laquelle vous vous sentez en fait trop enlisé pour partir. Et vous n'y arrivez pas en fait, parce que même si vous êtes triste au possible et vous êtes malheureux au possible, il y a une partie de vous qui n'en a pas envie. Enfin, c'est un peu le truc du votre bourreau vous donne l'espoir constamment et du coup vous dites oui mais peut-être qu'un jour que... Mais en fait ce jour-là n'est jamais arrivé. Face à ça, les amis qu'on avions en commun avaient beau voir ce qu'il passait et je communiquais dessus quand même. En fait, ils disaient rien. Et on peut dire ce qu'on veut, quand on est ami avec les gens, on reste pas comme des huîtres face aux choses. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ma vision de l'amitié. Je suis prête à me démonter, mais alors corps et âme pour mes copines et pour mes amis. Et je sais que à l'heure actuelle, celles que j'ai font pareil. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup blessée, vous savez. Et surtout, en fait, quand votre ami devant vous, en fait, se trouve dans un état vulnérable et que cette personne a besoin d'aide, j'estime que c'est le rôle d'un ami en fait d'être là dans les moments où ça va, mais aussi en fait dans les moments où ça va pas. Et après c'est peut-être juste ma vision de l'amitié et ce que j'entends parfaitement, mais en tout cas, du coup ça explique pourquoi je me suis sentie en fait si seule et si démunie par rapport à la situation. Soi-disant, d'après eux, j'aurais dû en fait partir de moi-même, comme si ça ne venait en fait à aucune personne de ce groupe de potes. Le concept de manipulation ou de vulnérabilité.
comme si en fait demain ils voyaient un adulte en fait se comporter de la même manière avec un enfant, en fait ils allaient jamais agir. C'est peut-être pas la bonne métaphore, mais en tout cas c'est un peu comme ça que je me sentais, vraiment vulnérable, un petit boussin, face vraiment au coq qui le harcèle et les poules qui disent rien. Voilà, c'est un peu imagé, mais en fait ils m'ont vraiment plus donné l'impression que j'étais folle et que je méritais que ça d'une certaine manière, alors même que mon estime de moi à ce moment-là était vraiment plus bas que l'inverse, quoi, que en fait je valais plus, etc. D'autant plus, pour vous dire, même encore 2 ans après, j'apprends encore des choses sur lui et sur cette relation, et on m'en parle en fait comme si de rien ne s'était passé, comme si ça ne m'avait pas traumatisé, comme s'ils essayaient de le protéger plus lui de moi que moi de lui, alors que ça aurait pas dû se passer comme ça du tout. Et il y a un moment donné où, après m'avoir promis pendant des mois qu'on se mettrait ensemble officiellement, il m'a embrouillée en m'insultant par message, en me rejetant toute sa haine dessus. J'ai plus les messages sous les yeux, je les ai mis dans mon disque dur. Je veux la preuve ultime de ce qui a été dit, mais ça me faisait juste trop mal de les avoir dans mon téléphone. La folle. Et j'ai fini en fait par apprendre que pendant qu'on était en vacances tous ensemble, il avait dit à nos potes, alors que moi j'étais en train de dormir, qu'il se mettrait jamais officiellement avec moi et qu'il pensait pouvoir trouver mieux. Et vraiment pour le coup ça a été la goutte de trop. J'ai beaucoup souffert après avoir appris ça, mais genre vous savez le truc de vous avez physiquement mal. Tellement ça fait juste mal en fait, c'est horrible. C'est vraiment le coup de grâce. Et après ça, j'ai coupé les ponts un peu du jour au lendemain avec lui. J'ai jamais renvoyé de message après la vague d'insultes de toute façon, maintenant, il a repris ma vie d'étudiant, j'en ai rien à foutre. J'aimerais jamais te voir, nanana. Bref. Et heureusement que j'ai eu à ce moment-là des amis autour de moi pour m'épauler, parce que quand qui dit dépendance affective, il y a aussi sevrage. Et je venais d'arriver dans une nouvelle ville pour mes études. Je passais mes journées à avoir envie de vomir vraiment sur le bord des toilettes, à me dire ça va sortir à un moment donné. J'avais mal au ventre en fait de tout ça. Ce qui, du coup, vous vous doutez, n'a pas du tout permis d'arranger mes douleurs finalement. Honnêtement, après cet épisode-là, j'avais vraiment plus du tout envie de vivre. J'étais déjà dans un état particulièrement minable, avec tous les rendez-vous médicaux qu'il y avait, etc. Et en fait, vraiment, comme je l'ai dit, en fait, c'était juste le coup de grâce, quoi. Parce que du coup, ouais, il y avait toute la partie gynécologique qui se passait en simultané, et je me disais, en fait, qu'en fait, il avait raison et que je ne méritais personne, finalement. Et là, quand je le dis à voix haute, ça me frappe un peu. De m'entendre moi-même dire ça à voix haute, c'est terrible. Se le dire dans un discours intérieur, c'est quelque chose. Le dire à voix haute comme ça, c'est pas pareil. Et du coup, pour le coup, là, je me rends compte que je me répétais vraiment toutes ces choses horribles à moi-même en permanence. Pourtant, j'ai toujours été relativement appréciée de manière générale. Il y a toujours des gens qui ne nous aiment pas, bien sûr, mais quand on était ensemble au lycée ou même pendant les études sup, etc., j'ai jamais eu de gros ennemis ou de personnes qui me détestaient, quoi. J'étais vraiment relativement bien appréciée. Et c'est vraiment très dur de se reconstruire après ça. Surtout qu'en plus, il y a des gens qui ne vous croient pas. Au début, mes propres parents pensaient que j'abusais du bail, jusqu'à ce que en fait, la psy dise « Non, en fait, c'est un trauma, là, que tu vis. T'as juste été traumatisé de cette expérience. » Et ce qui est encore plus fou, c'est que tu as beau parler de ce qui s'est passé, en fait, limite, il aurait fallu que je porte plainte et qu'il soit condamné pour que les gens commencent à dire « Ah, mais en fait, ce qu'il a fait, c'est pas normal. » Parce que, j'étais assez proche de sa maman, et quand j'ai coupé les ponts, j'ai décidé d'aller la voir parce que pour le coup, ses parents, ils m'ont quand même donné beaucoup vu qu'on se connaissait très très bien, etc. Et je voulais clore un peu la chose de manière propre, en tout cas avec ses parents, par respect. Et même sa mère, quand elle m'a demandé de lui expliquer grosso modo ce qui s'est passé, je comprends qu'elle prenne pas parti, c'est sa maman, etc. Et ça, j'en demande rien. Mais c'est vraiment ah ok, c'est juste ça, genre.
c'est pas ce qu'elle a dit, mais en fait, son expression faciale et la réaction, en fait, ça aurait été tout comme, quoi. En fait, on ne fait pas subir ce genre de choses à qui que ce soit. Que ça soit ta meuf, ton mec, ta maman, ton enfant, ton oncle, ta nièce, jamais. En tout cas, moi, ça me serait jamais venu à l'esprit d'humilier et de tenir des propos de la sorte sur quelqu'un devant ses yeux. Ne serait-ce que juste de penser ça, percher sur mes grands chevaux, que quelqu'un d'autre m'irait mieux, mais jamais. C'est vraiment se prendre tout sauf pour une merde, pour le coup. Sauf que bah non, en fait. Enfin, rien que penser comme ça prouve que t'es vraiment quelqu'un de mauvais. On peut pas penser ça d'une personne. Pour moi, c'était pas possible. Je sais pas, j'imaginerais jamais dire ça à un enfant dans la rue. Je m'imaginerais jamais dire ça à quelqu'un que je connais, à une de mes copines. Enfin, jamais de la vie. Pour le coup. Jamais. Maintenant que je vais dire que à peu près le gros, j'ai quand même essayé de faire un peu rapide, mais je crois que ça n'a pas trop marché. Le gros de ce qui s'est passé, je l'ai raconté. Je vous ai pas raconté tous les exemples que j'aurais en tête parce que ça serait très long et que finalement c'est pas forcément tout le but du propos. Mais j'ai compris en fait qu'il s'agissait de violences psychologiques quand j'ai voulu poser des mots en fait sur ce qu'il s'était passé, quand j'ai voulu légitimer ma souffrance et bénéficier de considération. Ma psy l'avait déjà fait en m'expliquant que c'était un traumatisme, mais j'avais besoin en fait d'une preuve entre guillemets. Donc j'ai fait des recherches et j'ai compris en fait que ça existait pour de vrai. Je pense que la thérapie c'est la meilleure approche que j'ai pu trouver en ce qui me concerne pour m'accompagner dans ma reconstruction. Je suis une personne qui a une très très grande empathie, qui a beaucoup de mal à passer à autre chose. Vous voyez la trend sur TikTok du je m'en fous de, mais je pourrais jamais faire une trend pareille, tout simplement parce qu'en fait, je ne me fous de rien. Tout est grave, tout est pris très à cœur, c'est très compliqué. Mais du coup, j'ai besoin d'être beaucoup rassurée sur ce que je mets en place, surtout quand je commence à douter de moi et de ma guérison. Et du coup, ma psy essaye pas mal de bosser sur les croyances limitantes pour un peu reprogrammer mon cerveau. Sauf que c'est long. Et je ne suis pas du tout quelqu'un de patient. Je passe très vite à autre chose. Et quand j'ai des souvenirs, en fait, qui viennent dans ma tête comme ça de manière un peu random, j'ai parfois l'impression de faire un bond en arrière. Ça me donne en fait l'impression de ne jamais progresser. Et je sais que c'est le principe et que ça va prendre du temps. Mais voir qu'une personne peut vous faire autant de mal et laisser autant de traces, ça fait peur. En fait, ça fait peur notamment parce que t'as pas envie que ça te fasse mal à vie et que t'as l'impression que c'est quelque chose qui va rester pendant encore 30 ans alors que la personne, elle aura déjà fait son bout de chemin en fait. Mais je me suis mise avec un mec il y a quelques mois. De ça, on n'est plus ensemble depuis parce que bon voilà, j'ai déménagé etc. Donc c'était un peu hasardeux. Et lui, pour le coup, était vraiment tout le contraire. Il était fan de moi. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça, quelqu'un qui te respecte et quelqu'un qui sait t'apprécier à ta valeur et quelqu'un qui n'a pas honte de toi. Alors du coup, ça m'a fait réfléchir sur pas mal de choses. Notamment parce que j'ai appris, quasiment après la rupture avec Pierre, où moi j'étais encore en PLS. Il fréquentait une fille et que ses potes avaient dû, je cite, le ramasser à la petite cuillère. Raison d'ailleurs de plus pour laquelle j'ai coupé les ponts. J'avais pas besoin de le savoir, j'avais pas envie, je n'ai rien demandé, on m'a juste dit comme ça alors que vraiment je leur ai dit je ne veux pas en entendre parler. Vraiment, aucun respect de mes boundaries, aucun respect de mes limites. J'ai eu un mal de cœur, mais énorme. En fait ce que je me suis dit c'est exactement ça, c'est voilà. Il a gagné, il a réussi. Il a dit qu'il pensait pouvoir trouver mieux et visiblement il a réussi parce qu'il était plus triste de l'avoir perdu elle que moi. Elle est forcément mieux que moi. Et j'avais l'impression que ça avait en fait réouvert tous les points de suture qui n'étaient pas encore cicatrisés, même pas du tout cicatrisés. J'avais tellement mal, je peux même pas vous décrire cette douleur-là de... Putain mais j'ai jamais eu aussi... Je crois que c'est une des pires douleurs que j'ai vécues de ma vie. Avec... Non, c'est clairement pas la pire douleur, mais c'est une des pires douleurs. Et après avoir réfléchi et surtout être tombée sur des podcasts parfaitement adaptés à ma situation de manière complètement random, on remercie l'univers.
Je me suis rendu compte que déjà à partir du moment où une personne vous fait sentir une fois comme quoi vous êtes trop et une fois comme quoi le jour d'après vous êtes pas assez, il y a un problème quelque part. En fait, c'est pas clair. Donc déjà, ça peut pas être vous le problème. Si déjà la personne elle est pas claire avec ce qu'elle pense de vous. En fait, les gens qui pensent comme ça, c'est des gens qui sont vraiment limités. C'est comme quand on dit que quand on n'aime pas une personne, c'est le reflet de ce qu'on n'aime pas chez nous. Ces personnes, quand elles vous voient, elles remarquent soit des choses qu'elles n'aiment pas chez elles, soit des choses qu'elles n'ont pas et qu'elles aimeraient avoir dans leur personnalité. Sauf qu'au lieu d'avoir l'intelligence et la maturité émotionnelle de se remettre en question, c'est plus simple de vous accuser d'être trop ou d'être pas assez. Plutôt que de se remettre en question, en fait, tout simplement. En fait, ces individus, ils pourront jamais trouver mieux. Même si, bon, j'estime qu'il n'y a pas vraiment toujours mieux, mais si on suit leur logique, en fait, ils pourront jamais trouver mieux comme ils l'entendent. En fait, ils trouveront toujours des gens à leur niveau, quelqu'un qui ne leur fait pas questionner qui ils sont ou ce qu'ils pourraient être. En fait, c'est juste une manière de se fuir. Je veux dire, c'est plus facile de dire que les autres sont des merdes que de dire qu'on n'a pas confiance en soi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, je vais construire un petit exemple quand même pour vous. Si vous êtes quelqu'un de très courageux et que votre pierre à vous, c'est un trouillard, au lieu de se l'avouer, il va vous accuser d'être trop d'une manière ou pas assez d'une autre. Si il trouve une autre fille avec laquelle il se sent bien, ce n'est pas que vous étiez le problème, mais juste qu'elle est aussi trouillarde que lui, et donc elle ne le fait pas sentir mal parce qu'il l'est aussi. Et il a pas honte du coup d'être trouillard. En fait, je sais toujours pas si c'est beaucoup plus clair. Après, y a aussi le fait que les schémas se répètent, alors si une personne se comporte mal avec vous de manière pathologique, il y a des chances pour qu'elle refasse la même avec les autres, quoi. Bon, encore une fois, là je dis ça parce que c'est factuel. Dans l'émotionnel, c'est horrible comme sensation et beaucoup trop dur de s'en défaire. Quand vous avez tous les souvenirs qui reviennent en masse, en espèce de flashback, c'est plus facile à dire qu'à faire de se concentrer sur le factuel. Hein, on s'entend. Et justement, d'ailleurs, en parlant d'émotions, tout le long de la relation, je le ressentais comme si cette personne, en fait, avait raison, que j'en valais pas la peine, et en fait, son comportement m'a donné l'impression que sans lui, la vie n'avait pas de sens. Alors que, bon, je faisais des crises d'angoisse genre tous les jours, donc bon, la gueule du sens de la vie, si vous voulez, moyen. En fait, je voyais déjà ma psy pour ça parce que du coup, cette anxiété a dérivé sur de la dépendance affective. Pour ceux qui savent pas trop ce que c'est vraiment quand l'estime de soi d'une personne ne dépend que du regard de l'autre et n'existe que par le regard de l'autre et que par l'autre. On finit par voir du coup sa propre valeur qu'à travers les yeux de la personne. Donc si votre pierre vous dit que vous êtes super, vous vous sentez comme tel, mais si l'heure d'après il vous dit le contraire, en fait vous vous sentez comme tel aussi. C'est aussi ce qui fait que vous devenez attaché à cette personne en fait comme une sangsue ou comme une moule à son rocher, pour être exact. Concernant l'aspect intime, je pensais pas du tout que mes problèmes gynécologiques pouvaient potentiellement être en partie liés à lui, ou en tout cas pouvaient être empirés ou régressés en étant liés à lui. Mais c'est quand j'ai commencé à avoir mal en urinant que le lien s'est fait. Et ça, j'en avais déjà parlé dans un des épisodes. En fait, c'est impressionnant comme quoi le corps il sait des choses, même quand vous êtes dans le déni le plus complet, il va vous les montrer, que ce soit par l'acné, l'eczéma, l'urine, les selles, peu importe. Et la preuve, c'est que d'ailleurs, même quand j'y pense encore parfois, parce que comme je vous dis, j'ai des espèces de flashbacks un peu, où par exemple la semaine dernière, j'étais en vacances avec ma famille, et j'ai eu comme plusieurs jours où ça a fait que de me revenir un peu de manière aléatoire. Et j'avais beau ne pas trop m'en faire, enfin ça revenait, puis je me disais bon, passe à autre chose quoi. Enfin, je laissais le souvenir passer en fait, j'essayais de pas m'en occuper, et du coup ça durait jamais très longtemps, hein, ça durait genre une seconde par-ci, une seconde par-là. Très étrange d'ailleurs, je sais pas trop pourquoi. Bon, en fait j'ai fini par avoir mal quand j'allais aux toilettes, genre toute la semaine des vacances. Je savais que ça allait passer, mais du coup ça m'a fait un peu bizarre de me dire waouh, il y a un lien, alors que depuis que je suis revenue de vacances, bah j'y pense plus trop, même pas du tout. J'y ai quasi pas pensé d'ailleurs. Et j'ai plus mal quoi. Donc c'est vraiment fou comme en fait le corps est intrinsèquement lié. J'ai eu la chance aussi de finir par trouver les bonnes personnes
et pour le coup c'était pas nos amis en commun, les bonnes personnes pour me faire comprendre en fait que ça c'était pas normal ce qu'il se passait, qu'une personne n'était pas censée nous faire sentir mal ou pas assez, et c'est pour ça que dans ces moments-là, votre entourage est très important pour plusieurs raisons. Déjà parce que les amis, selon moi en tout cas, comme je vous l'ai dit, c'est fait pour vous aider, tout comme vous dire droit dans les yeux quand vous faites n'importe quoi. Donc dans le cadre de mon histoire, s'ils avaient été amis avec moi et avec lui, ils auraient dû venir me venir en aide, comme lui dire entre quatre yeux qu'il agissait comme une merde. C'est une leçon de vie finalement. Aussi bien que vous pouvez vous entendre avec des gens, leurs principes et leurs valeurs sont vraiment à prendre en considération. Même si le cœur a ses raisons que la raison ignore, il faut choisir ceux qui ont les mêmes que vous, qui écoutent et en fait qui comprennent votre souffrance, pas les gens qui la minimisent et qui dans le cadre parce qu'en fait, dans le cadre de la construction de votre estime de vous, ça va faire vraiment tout le contraire et ça va beaucoup jouer en fait de choisir les gens qui vous entourent. J'étais tellement déçue et blessée de ce qu'il s'est passé, de lui, de moi, de ses pseudo-amis avec lesquels j'ai fini par couper les ponts. Il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, comme quoi ça prend du temps. Et ça aussi d'ailleurs, j'ai mis du temps à le comprendre, mais quand les choses comme ça se sont produites, des choses qui traumatisent votre esprit, qui vous marquent, il faut vraiment couper les choses. C'est dur parce que dans mon cas, je voulais, je pense un peu inconsciemment garder un fil quelque part avec lui, mais il ne le faut pas. Et depuis d'ailleurs, je me sens un peu plus libérée, pour être sincère avec vous. Je me suis rendu compte aussi qu'on ne pouvait pas rester proche de gens qu'on ne pardonnera jamais. Parce que pour le coup, je ne pourrai jamais les pardonner, mais pardonner qui que ce soit dans cette histoire. Non seulement parce qu'on m'a pas demandé pardon, c'est déjà une première chose, mais aussi parce qu'en fait, je sais pertinemment que je n'aurais jamais agi de la même manière que qui que ce soit dans cette histoire, mais vraiment jamais de la vie. Je vois pas un monde dans lequel j'aurais pu faire pareil. C'est vraiment pas du tout en accord avec qui je suis, ni en accord avec mes valeurs. Et c'est la preuve en fait que justement ces valeurs-là n'étaient pas non plus en accord avec ces gens. Et j'ai compris, mais encore une fois c'est plus difficile à appliquer, que pour regagner sa propre confiance, il faut ne pas se trahir soi-même. Je veux dire, si quelqu'un veut votre confiance et qu'il commence dès le début à le trahir, en fait, c'est déjà peine perdue. Et c'est la même chose avec vous-même. C'est une phrase vraiment bateau en fait, mais d'ailleurs moi-même j'y croyais pas du tout au début. J'étais en mode ah quelle blague. Mais pour l'avoir essayé sur ce coup-ci, ça m'a fait vraiment du bien et je me sentais vraiment fière de moi. L'impression en fait d'avoir fait une première étape et d'être un peu pour gagner ma propre confiance, vous savez, pour devenir ma propre amie. Et j'espère que malgré les blessures et le fait que je sois une personne plus émotionnelle que rationnelle, je vais réussir à continuer d'entretenir ce lien pour booster en fait la confiance avec moi-même. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que comme je vous dis, je me suis vraiment sentie soulagée et ouais, tout simplement fière en fait d'avoir fait ça. Peut-être aussi parce que je ne pensais pas en être capable un jour. Je ne sais pas. Et une aussi des choses qui a été très dure au début à se défaire, c'est la honte. J'ai eu honte de qui j'étais, d'une part. Puis j'avais honte de ce que j'avais vécu en mode tu t'es fait manipuler par un mec, tu as goubé tout ce qu'il t'a dit, t'as couché avec, accessoirement il a profité de toi, il doit bien rire de toi. En fait je me sentais si sale de moi. Notamment parce que je finissais par coucher avec, non pas par pure envie, mais parce que j'avais pas envie de décevoir. Plus qu'il ne l'était déjà. Et on a beau savoir que c'est lui qui devra avoir honte d'avoir agi comme ça, en fait ça reste une sensation qui est ancrée en vous. Et j'ai appris d'ailleurs qu'il avait finalement eu honte de ce qu'il m'avait fait, parce que je rappelle quand même que j'étais sa meilleure pote à la base. Je sais que la honte, quand vous savez que vous êtes en tort, c'est un sentiment qui reste à vie. Vraiment ça reste ancré ad vitam aeternam. Mais j'ai envie de dire c'est un peu une faible consolation par rapport à tout ce que j'ai eu l'impression d'avoir perdu. Je veux dire, aujourd'hui quand je retourne chez mes parents, tout est gris, tout est terne. Plus de bons souvenirs en tant que tels. Tout a été comme endommagé quand je passe par des endroits là où j'habite. Je sais que j'ai passé des bons moments là-bas, mais je ne les vis pas comme des bons souvenirs. Enfin, c'est un traumatisme finalement. Je pense aussi que j'ai le souvenir d'une personne que j'étais et que je ne suis plus aujourd'hui et que je ne pourrai jamais redevenir. Même si aujourd'hui je me rends compte que je suis beaucoup plus consciente de moi-même, de mes blessures, je sais que la partie insouciante d'avant, qui est
quand même lié à mon déni. Je la retrouverai plus. J'ai pas envie de dire que parfois c'est mieux d'être bête et heureux, mais je pense que c'est une partie de moi que j'aimerais vraiment retrouver, le côté un peu plus joie de vivre. Bon, Charlotte, t'es en dépression, calme-toi. Et l'avantage que j'ai trouvé à tout ça, c'est que... Mais un avantage dont je me sors pas suffisamment d'ailleurs, chaque chose en son temps, c'est qu'à chaque fois que je me retrouve face à une situation qui m'amène un flashback de tout ça, où je reçois une anxiété similaire, je sais que c'est le moment de faire demi-tour et partir. Par exemple, quand je discute avec un mec et que je commence à me sentir comme je l'étais avec Pierre, je sais qu'il faut que je tourne le dos. Bon, malheureusement, parfois, on reste bien bloqué sur ses talons, mais c'est un apprentissage. Et d'ailleurs, c'est justement aussi ce qui m'a mené à en parler aujourd'hui, car c'est la preuve qu'un trauma nous suit très longtemps. Même si on n'en veut pas parce qu'en fait, on n'a pas envie que cette personne ait toujours un impact sur nous, malheureusement, ça reste là, quoi. Et en effet, pour la petite anecdote, j'ai fréquenté un mec cet été durant ma saison. Il a fait par dépasser certaines de mes limites et et me dire en gros je t'aime bien, mais j'ai envie qu'elle notre meuf. Et pour le coup, même si vu comme ça, vous allez me dire mais t'es grave une drama queen, genre arrête. Quand je vous dis que je me suis pris le flashback du siècle, mais à 2 doigts lui donner le numéro de Pierre pour qu'il fasse un featuring avec. Mon ego en a pris un sale coup. En fait, encore une fois, je n'aurais jamais dit une chose pareille à quelqu'un que je fréquente. Que ce soit relation couple, relation libre, relation, peu importe, jamais. Du coup, en réponse, je l'ai supprimé et forcément, au lieu de se rattraper et de faire en sorte d'arranger les choses parce que l'erreur est humaine, il a fait tout le contraire en fait. Donc son ego a littéralement blessé le mien parce que je me suis retrouvée exactement dans le même cas d'il y a quelques années. J'avais honte d'avoir couché avec, je me sentais sale, j'avais l'impression aussi que malgré tous les efforts que je faisais pour faire attention aux gens que je fréquentais et pour augmenter mon estime de moi, en fait ça avait échoué. Comme si c'était un test de l'univers en mode vas-y on va voir si tu reproduis les mêmes erreurs ma grande. Donc pour le coup j'avais l'impression en fait d'être face à un échec. Et si vous avez suivi les quelques épisodes, vous savez que moi et l'échec ça fait 2 hein. Je le vis très mal, les échecs, vraiment très très mal. J'aime pas du tout ça, enfin personne n'aime ça, mais j'arrive pas jamais à en tirer beaucoup de leçons et ça me reste trop longtemps en tête, ça me stresse, enfin je déteste l'idée même d'avoir un échec avant même de commencer quelque chose, ça me procure une anxiété monstrueuse. Et pour le coup, j'avais vraiment l'impression de pas suffire encore une fois, même si à la base en fait c'était rien de dramatique. Vraiment factuellement, enfin avec le recul, je me dis mais c'est rien et je le sais que c'est rien, mais en fait sur le coup, ça m'a vraiment mis genre de flashback, genre vraiment la tornade d'émotions que j'avais déjà vécues. Les fois où par ego il a dit des choses qui étaient purement méchantes suite à ça, parce qu'on a quand même dû continuer la saison ensemble, il y a personne qui a réagi de nouveau. Ça m'a pas plus surprise que ça. J'ai compris qu'on pouvait... on n'est jamais mieux servi que par soi-même. La seule personne qui a réagi du coup c'est moi-même, et c'est du coup là que les choses ont changé, parce que je m'étais promis après Pierre de ne plus jamais laisser quelqu'un me traiter comme ça. Et là je me suis dit il faut que j'agisse en fonction de mes valeurs. Et je me suis dit avant d'attendre la considération de qui que ce soit en fait, genre donne-en toi, juste seul. Donc j'ai vraiment agi comme j'aurais aimé qu'on agisse pour moi, et j'ai essayé d'être la personne que j'aurais aimé qu'on soit pour moi. Et au même titre que parfois on attend des excuses des gens qu'on n'aura jamais, en fait j'ai pas à attendre qu'on me donne de la considération, je l'ai bien assez cherché. J'ai changé ne serait-ce qu'un peu la manière dont j'ai fait les choses cette fois-ci. C'est peut-être qu'un détail, peut-être que oui, je l'ai juste supprimé alors que... Mais je sais qu'avant en fait je l'aurais pas supprimé s'il avait fait la même chose. Et j'aurais fait comme s'il s'était rien passé alors que ça m'aurait blessé. Sauf que non, en fait cette fois j'ai agi. À chaque fois qu'il a fait un commentaire, au lieu de ne rien dire, j'ai parlé. Et même ces petites choses en fait sont juste une manière pour moi d'être moins déçue, ni de moi-même ni de la situation. Et je regrette d'ailleurs aucunement à l'heure actuelle d'avoir agi comme ça. Vraiment aucunement. Bon, je crois qu'elle a à peu près dit tout ce que j'avais à dire. Encore une fois, je vais me répéter, mais ce sont des choses que j'en ai ressorties, et parfois on a beau les connaître, elles ne sont pas toujours acquises. Juste un peu plus de recul dessus maintenant que les choses
me touche moins et que le temps est un peu passé. Mais c'est pas pour autant, ça se passe tout le temps bien et qu'à chaque fois je me dis non mais il est juste limité. Non, parfois quand comme je vous dis, quand les flashbacks reviennent, ils reviennent et c'est comme ça. Mais j'espère que cet épisode sur l'abus émotionnel vous aura plu et que ça aura peut-être servi à certains d'entre vous. Sinon j'ai envie de dire tant mieux si ça n'a servi à personne. C'est que vous n'en avez pas besoin et c'est une très bonne chose. Et pour ceux qui se sentent concernés par ça, surtout essayez de vous faire accompagner durant le processus. C'est souvent trop difficile de partir de soi-même, mais aussi pour la reconstruction après, qui est une étape primordiale. En tout cas, ce n'est vraiment pas simple, et vous avez du coup tout mon soutien. Et n'hésitez pas quand vous voyez des gens comme ça, des amis à vous, à agir. Et je sais que ça peut être long parce que vous allez dire oui mais elle entend pas ce que je lui dis, oui mais il entend pas tout ce que j'ai à lui dire, mais répétez, la vérité, répétez les choses. Parce qu'en fait, ça peut à un moment donné parler aux gens. Donc sur ce, n'hésitez pas à partager l'épisode et on se retrouve pour le prochain je ne sais pas quand. Donc voilà, restez branchés.